Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, plus de 1300 militaires et policiers congolais évacués de Goma vers Kinshasa. Ils étaient bloqués depuis 3 mois sur la base de la MONUSCO à Goma. Une opération sensible dans un contexte tendu à l'est de la République démocratique du Congo. Explication à suivre. 3 féminicides ces dernières semaines en Guinée, le choc et l'indignation et le courage des femmes qui ont réussi à briser le silence. Le gouvernement lui promet la tolérance zéro face à l'impunité. Un collectif féministe de son côté appelle l'État à agir sans délai. Reportage poignant à suivre. Et notre focus de ce soir s'intéresse à l'UNESCO qui célèbre cette semaine la richesse des cultures africaines et s'interroge sur la restitution du patrimoine. L'Afrique veut faire entendre sa voix dans les hautes sphères de la diplomatie culturelle. Le Congolais Firmin Edouard Matoko, fin connaisseur de l'organisation et candidat au poste de directeur général, il est notre invité. On ouvre ce journal par la République démocratique du Congo où plus de 1300 militaires et policiers congolais ont été évacués de Goma vers Kinshasa. Ces forces s'étaient réfugiées sur une base de la MONUSCO depuis plus de 3 mois après la prise de la ville par les rebelles. Les précisions avec notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Les négociations pour l'évacuation des plus de 1300 militaires et policiers congolais et leurs familles ont duré plusieurs mois. Alors ces évacuations n'ont pas pu se faire par l'aéroport de Goma. D'abord parce que le M23 s'y était opposé, mais aussi parce que l'aéroport n'est toujours pas fonctionnel. Il a donc fallu quitter Goma par convoi routier, accompagné par la MONUSCO et la Croix-Rouge internationale, puis partir en hélicoptère et en avion. Alors ces militaires et policiers désarmés avaient trouvé refuge dans les bases de la mission onusienne après la prise de Goma par la FCM 23. Ils y étaient bloqués depuis fin janvier. Il y a évidemment des enjeux sécuritaires. Il fallait négocier au préalable avec toutes les parties au conflit des garanties sécuritaires pour les équipes qui traversaient plusieurs zones de contrôle différentes et y compris une ligne de front. La MONUSCO explique que l'opération était complexe car elle s'est faite dans un contexte sécuritaire difficile. Des affrontements sont régulièrement signalés dans le nord Kivu et le sud Kivu malgré des accords de cessez-le-feu et des négociations de paix en cours. Cap ensuite sur la Guinée où une série de féminicides a bouleversé l'opinion ces dernières semaines. 3 femmes tuées en une semaine dans un contexte où les violences faites aux femmes restent souvent tues. Mais sur place, des voix s'élèvent et certaines victimes trouvent le courage de parler. Un reportage signé Malik Diakité, Aminatou Diallo et Sarah Sako. Mon mari, il est en train de me battre et j'ai pas de paix à la maison. C'est avec une profonde émotion que cette jeune femme évoque le cauchemar qu'elle endure depuis 3 ans. Mariée de force à 14 ans par sa famille, la victime a quitté le domicile conjugal et s'est réfugiée chez des proches. Aujourd'hui, elle porte plainte contre son mari. Il utilisait les fils de DVD pour me battre et ensuite il fermait la porte, il me battait. Même quand les gens venaient pour frapper à la porte, il n'acceptait pas d'ouvrir. La moindre petite occasion qui se présentait, il me battait. À la maison, je voyais mes parents qui me disaient « il faut pardonner, c'est ainsi ». La femme, elle doit se soumettre. Début avril, en l'espace d'une semaine, 3 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Des drames révélateurs de l'ampleur des violences faites aux femmes en Guinée, selon les ONG, qui ont intensifié leurs actions de sensibilisation. Il y a des femmes qui sont tuées par leur mari, des femmes qui sont battues, des femmes qui en fait subissent des violences qu'elles n'osent même pas en parler. Donc je pense que la situation elle est alarmante. Donc il est plus qu'urgent pour nous d'agir et nous sommes là pour les écouter, les accompagner dans la quête de la justice. Le pays a récemment inauguré son tout premier centre d'accueil gratuit dédié aux survivantes de violences basées sur le genre. Soutien médical, psychosocial, juridique sont offerts aux victimes. L'un des plus grands freins à cette lutte reste toutefois l'impunité. Il y a beaucoup d'arrangements à l'amiable. Et c'est ce que nous voulons arrêter. Parce qu'il faut que les agresseurs soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Sinon, ça va continuer. C'est trop facile de commettre et puis de venir demander pardon. Mais derrière ça, il y a une vie qui est détruite. Selon une étude des Nations Unies réalisée en 2019, plus de la moitié des femmes en Guinée sont victimes de violences conjugales.
Et c'est dans un climat de grande tension que s'ouvre une nouvelle séquence politique au Tchad. L'arrestation de Succès Masra, nous en parlait ici même hier, président du Parti des transformateurs et ancien Premier ministre, a provoqué une onde de choc dans le pays. Il est accusé d'incitation à la haine. On écoute la réaction à présent du secrétaire général du Parti des transformateurs. Le Parti des transformateurs, qui a toujours eu pour credo l'action citoyenne pacifique et la préservation des libertés fondamentales des Tchadiens, tient à exprimer ici sa vive inquiétude face à cette action brutale menée en dehors de toute procédure judiciaire connue et en violation flagrante des droits civiques et politiques garantis par la Constitution. En ces heures troubles, nous appelons l'ensemble de nos militants, nos militantes, sympathisants, ainsi que tout le peuple tchadien au calme et à la retenue. À Tripoli, la colère gronde dans la rue. De violents affrontements éclatés entre groupes armés rivaux après la dissolution annoncée de la force Rada, une décision du Premier ministre libyen Abdelmahid Daibar qui a ravivé les tensions sur la place des Martyrs. Des manifestants en colère dénoncent ce qu'ils appellent une agression injuste. La communauté internationale appelle à la désescalade. Et une rencontre très commentée à Ouagadougou entre Ousmane Sonko et le capitaine Ibrahim Traoré. Le Premier ministre sénégalais a tenu à exprimer son soutien aux dirigeants burkinabés face à la menace djihadiste. Un appel à la solidarité régionale alors que la situation sécuritaire au Burkina reste extrêmement préoccupante. L'Afrique au cœur des enjeux culturels mondiaux. Alors que l'UNESCO célèbre sa semaine africaine à Paris, nous recevons ce soir une figure discrète mais influente de la diplomatie éducative et culturelle. Firmin Edouard Matoko est ancien sous-directeur général chargé de la priorité Afrique et des relations extérieures congolais, économiste de formation. Il a gravi tous les échelons à l'UNESCO. Il est désormais candidat au poste de directeur général. Mais ce soir, c'est surtout son regard sur les grands défis culturels du continent qui nous intéresse. Bonsoir, monsieur Matoko, et bienvenue dans le JTA. Bonsoir. Alors dites-nous, vous êtes au cœur de l'appareil onusien depuis plus de 3 décennies. Quel regard, globalement, portez-vous aujourd'hui sur la place de l'Afrique à l'UNESCO, notamment dans les domaines, évidemment, de la culture et de l'éducation ? Bonjour, merci. Moi, je porte un regard optimiste et positif. On a beau dire que l'Afrique est en retard dans plusieurs domaines. Nous avons fait, et grâce à l'UNESCO d'ailleurs, des bons spectaculaires au cours des 30 dernières années, en matière d'éducation notamment, d'accès à l'éducation. On a fait également de grands progrès dans la reconnaissance de la richesse culturelle africaine, de son patrimoine culturel tangible et intangible. C'est vrai, les chiffres restent encore très bas, mais au cours des 10 dernières années, le continent africain a pu inscrire au moins un tiers de sa richesse, de son patrimoine, et on représente à 12% à peu près. Et il y a des efforts encore à faire. Oui. Moi, je vais être aussi positif sur l'Afrique parce que ce que nous voulons montrer à l'UNESCO, ce que nous essayons de montrer à l'UNESCO, c'est l'Afrique qui marche, c'est l'Afrique qui avance, c'est l'Afrique qui gagne. C'est pas nécessairement l'Afrique des violences, l'Afrique misérabiliste, l'Afrique des pauvres. Chaque année, je le répète, je l'ai toujours dit, il y a des jeunes qui se lancent dans des nouvelles technologies. Il y a des milliers de start-up qui naissent. Ils ont besoin d'accompagnement pour survivre. Il y a des femmes qui entreprennent, comme on a vu en Guinée, oui, et qui sont audacieuses pour affronter les défis de la société. Alors, la semaine africaine de l'UNESCO, qui va s'ouvrir le 19 mai, met l'accent sur la restitution, sur la restauration du patrimoine africain. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette mobilisation pour vous, et surtout, qu'est-ce qu'elle peut changer concrètement ? Alors, d'abord, rappelons que c'est au mois de mai, parce que c'est le 25 mai qui est la journée de l'Afrique, la création de l'Organisation de l'Unité africaine, et qui a été consacrée avec le passage à l'Union africaine. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que l'UNESCO s'est engagé dans l'établissement de cette semaine africaine. Cette semaine africaine symbolise exactement ce que je voulais dire. Nous voulons montrer au reste du monde africain, au reste du monde, que l'Afrique a des valeurs, a des choses positives à montrer. Si vous venez sur le site de la semaine africaine, vous verrez toute la création artistique des Africains. Vous verrez
des fois des personnes qu'on n'attend pas, qui exposent des textiles, des peintures, etc. C'est un espace que nous offrons à l'Afrique pour qu'elle montre ce qu'elle est capable de faire pendant une semaine. Et je peux vous assurer qu'au cours des 10 dernières années, c'est un événement qui est devenu incontournable ici au siège et dans Paris. Et dans Paris. On souligne souvent le rôle des diasporas africaines, souvent invoquées, mais peu concrétisées. Quel rôle doivent-elles jouer justement dans les politiques culturelles africaines selon vous ? Alors, c'est vrai que la diaspora, moi quand j'étais au lycée, on nous apprenait, on nous expliquait ce qu'était la diaspora. Aujourd'hui, c'est une entité un peu multiforme. Vous avez la diaspora qui est celle notamment des enfants de 2e, 3e génération qui ont grandi en Europe, aux Amériques. Vous avez aussi toute la diaspora qui est issue de l'esclavage en Haïti, en Équateur, au Pérou, etc., qui représente quand même un tiers de la population, et dans la population de l'Amérique du Sud, dont on ne parle pas beaucoup, et qui souffre encore de certains signes de discrimination, notamment dans le domaine social. Nous consacrons depuis 2 ans, vous savez, nous avons ce volume de l'histoire générale de l'Afrique. Absolument. Nous consacrons depuis l'année dernière les 2 derniers volumes à montrer comment la diaspora africaine, qui est la 6e région de l'Union africaine, peut contribuer à la transformation du continent africain, notamment l'agenda 2063. La diaspora d'aujourd'hui, quand vous parcourez beaucoup de pays d'Afrique, vous sentez cette volonté de ces jeunes qui ont grandi en Occident de vouloir revenir sur leur terre d'origine, de vouloir investir. Les conditions politiques, sociales peuvent différer, mais il y a de plus en plus de jeunes qui ont ce désir et nous voulons les encourager à ce retour. On vous décrit, parlons de vous à présent, on vous décrit comme un homme de consensus, mais aussi un fin connaisseur des équilibres diplomatiques à l'UNESCO. Vous avez passé toute votre carrière. Que retenez-vous d'ailleurs de cette expérience ? Alors si je reviens à l'Afrique, par exemple, je retiens que depuis une dizaine d'années, le groupe électoral Afrique, parce que nous avons 6 groupes électoraux en réalité, le groupe électoral qui a le plus de force, c'est le groupe Afrique, et essentiellement le groupe de l'Afrique subsaharienne. Et c'est le seul groupe qui a d'abord le plus grand nombre d'électeurs, puisqu'on parle d'élections, mais c'est le seul groupe qui a une force de proposition, et modestement, j'ai contribué à créer cette dynamique par ce qu'on appelle la stratégie opérationnelle pour l'Afrique, de l'UNESCO. Donc c'est le seul continent qui est priorité globale, à l'instar de la priorité, l'égalité des genres. Et je crois que dans tous les débats qui concernent les grandes décisions programmatiques, stratégiques de l'UNESCO, le groupe Afrique est une force de proposition aujourd'hui qui n'est pas négligeable. Et je veux bâtir sur cette force pour le futur, pour l'Afrique. Quels sont les principes qui vont guider votre candidature ? C'est la dernière question. Votre candidature au poste de directeur général. Alors, 2 choses d'abord. On a une crise de multilatéralisme où les institutions internationales sont remises en question. Moi, je veux redonner à l'UNESCO sa place dans le multilatéralisme. Je crois fort que c'est un des espaces privilégiés de dialogue, de solidarité internationale. Pourquoi ? Parce que c'est le seul espace intellectuel. C'est la seule organisation qui a un mandat intellectuel et pluridisciplinaire. Et on peut tous s'asseoir autour d'une table, en temps de conflit, en temps de paix, et parler d'éducation, des générations futures, d'environnement, de préservation du patrimoine culturel. Et c'est ce que je veux reporter comme centralité du mandat de l'UNESCO. Nous avons vécu toute une période, nous vivons à notre corps défendant une période de politisation extrême des débats sur certains sujets que je ne nommerai pas. Je voudrais reporter l'UNESCO comme organisation où on peut débattre de manière contradictoire parfois, mais sans politisation excessive. Et réformer, bien sûr, la structure elle-même. C'est une requête des États membres. C'est vrai, il faut s'adapter à un nouveau temps, que ce soit des réformes institutionnelles.
Et je n'attendrai pas de passer 6 mois dans l'organisation ayant l'expérience pour commencer ces réformes. Je peux vous l'assurer. On vous prend au mot et on suivra ça. Merci beaucoup, Monsieur Matoko, d'être venu sur ce plateau du Journal de l'Afrique. C'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir en particulier, de Brazzaville à Paris, en passant par Conakry. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.